Parcours de coach. Aujourd'hui dans Parcours de coach, je vous propose notamment un focus sur la communication non violente. Pour évoquer ce thème et bien d'autres, je me suis entretenu avec Christelle Ide. Consultante, formatrice et coach, elle utilise entre autres la CNV, la communication non violente donc, la systémique et les approches narratives dans ses accompagnements. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel. Dans ce nouveau Parcours de coach, vous allez découvrir une femme de conviction qui, avec humilité, parle de sa carrière, de sa pratique du coaching et de ses valeurs. Parcours de coach. Écoutez, un professionnel analyse sa carrière, sa pratique et sa vision du coaching. Christelle Ide, bonjour. Bonjour David. Te souviens-tu de ce que tu rêvais de devenir plus tard lorsque tu avais 7 ans ? Complètement. Je voulais être musicienne, danseuse, chanteuse, mime, finalement toutes les disciplines qui sublimaient le réel. J'ai pratiqué d'ailleurs la danse et le chant, et puis la musique très tôt et jusqu'à aujourd'hui. Donc plutôt artiste. Aujourd'hui, je pourrais dire oui. Dans l'enfance, je le formalisais pas du tout. Je me suis aperçue après que tout ce qui m'attirait, c'était du domaine artistique, très petite. Ouais. Quelles étaient les professions de tes parents ? Mes 2 parents sont fonctionnaires. Ma maman travaillait au ministère de l'Intérieur et puis mon papa dans l'armée de l'air. Il a été 40 ans photographe pour l'armée de l'air. Quelles étaient tes qualités en tant qu'enfant, Christelle ? J'étais curieuse. J'ai pas le souvenir de m'être vraiment ennuyée enfant. Partout où je suis allée, même quand il n'y avait pas d'enfants avec qui jouer, je me suis occupée avec tout ce que je trouvais. J'attrapais un livre, j'attrapais une guitare chez un oncle, même si je savais pas en jouer. Je me souviens avoir feuilleté longuement, même une fois chez moi, un après-midi, le bottin. Tout était source d'exploration. C'est assez drôle de feuilleter le bottin. Ça me rappelle un sketch de Sylvie Joly où elle fait rire en lisant le bottin. Absolument, je vois bien de quel sketch tu parles. En tout cas, j'ai le souvenir de l'avoir fait et de l'avoir fait avec entrain. Quelles études as-tu fait, Christelle ? J'ai fait un bac scientifique, option biologie, parce que je voulais être médecin. Je m'étais inscrite en fac de médecine d'ailleurs à Paris, mais un mois avant d'entrer en faculté, je discute avec un ami et puis je réalise qu'il va me falloir faire des expériences avec des rats et des souris. Alors j'en ai la phobie à l'époque. Voilà, donc j'ai fait droit comme ça parce que en fait ma mère était juriste. Il fallait vite que je me reporte sur quelque chose d'autre et c'est comme ça que je suis arrivée en fac de droit. J'ai pas du tout pensé à faire des écoles d'art appliqué par exemple. Moi, je viens d'une famille qui est partie de loin, qui s'est forgée à la force de son travail, des fonctionnaires d'État qui sont nourris à un profond respect pour la méritocratie républicaine. Donc le droit, c'était vraiment une filière universitaire qui répondait à cette culture familiale. Du coup, je suis rentrée en fac un peu en touriste, mais je me suis prise au jeu. Et puis, en maîtrise, je me suis particulièrement intéressée à certaines matières. Le droit public, les libertés fondamentales dont on parle beaucoup aujourd'hui, les sciences politiques, la philosophie du droit. Du coup, j'ai poursuivi sur un DEA en droit public à Aix-en-Provence, qui était dirigé par une figure du droit public qui s'appelle Louis Favoreux. Il est décédé depuis. C'est quelqu'un qu'on étudie dès la première année de fac. C'est le juriste de la Constitution de la Ve République. Il a présidé la Cour constitutionnelle en ex-Yougoslavie. Il m'a remis une allocation d'honneur quand je suis sortie major de promo et il m'a proposé de continuer sur une thèse, mais j'ai refusé. Oui, une thèse d'État attribuée, c'est ce que tu m'avais expliqué quand on avait préparé l'entretien. C'est ça, c'est une allocation d'honneur, c'est-à-dire que ça repart à l'État si on ne la prend pas. Et d'ailleurs, ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, ce refus. Mais j'étais, je crois, trop pressée d'entrer dans le monde du travail pour y faire mes preuves. Je garde en tout cas sur cette fin de cursus cette proximité avec des personnes qui ont eu un regard pygmalion, comme Louis Favoreux notamment, qui m'a dit des choses très encourageantes et qui m'ont rendue forte pour la suite. En quelque sorte, ça a légitimé un certain nombre de choses en toi ? Ça a légitimé, notamment dans des moments où je me suis sentie un peu déstabilisée dans le monde du travail. Quand on rentre dans le monde du travail jeune, avec ces études-là, on rentre parfois des postes à responsabilité. On fait des erreurs aussi. Repenser à ce qui m'avait été dit à cette époque-là m'a donné de la confiance lors de certaines difficultés, oui. Est-ce que tu peux nous en partager quelques éléments de ce qu'il t'a dit à ce moment-là ? Alors je l'ai gardé un peu comme un trésor, tu vois, toutes ces années. Il m'avait dit « ne doutez pas » parce que j'avais reçu cette allocation et j'étais très étonnée. Et il m'a dit « vous travaillez avec beaucoup d'engagement ». Et il avait reconnu cette force de travail peut-être et cet engagement-là. Pour moi-même, ça m'a beaucoup aidé. Tu as quand même dit non en refusant cette allocation à une carrière toute tracée. C'est exactement ça. Mais le monde du travail, pour moi,
représentait une exploration que je ne voyais pas bien dans le monde universitaire. J'avais pris un mémoire volontairement orienté déjà entreprise, alors que dans un DEA, normalement, tu dois orienter sur quelque chose de beaucoup plus recherche fondamentale. Ça avait déjà fait tiquer un directeur de mémoire. J'avais besoin de cette prise avec le terrain. Et il faut bien le dire, dans la recherche fondamentale, il y a une décorrélation un peu du terrain. J'avais vraiment envie d'être dans un grand bain actif, un grand bain de la vie. J'ai peut-être eu peur de l'ennui, tu vois. Peut-être que je l'ai craint à ce moment-là. Est-ce que tu fais le parallèle avec le fait que tu aies quitté ta famille à 18 ans pour faire tes études et le fait que quelques années après, tu choisisses de t'émanciper d'une voie, j'ai envie de dire, quasi royale? Je l'entends à deux niveaux, si tu veux, quand tu me dis ça. Ce qui se jouait et ce qui se joue pour moi encore aujourd'hui, c'est des chemins de traverse par rapport à un chemin tout tracé. L'émancipation, c'est aussi un thème qui m'est cher, sur lequel j'ai travaillé à aider les personnes à s'émanciper, notamment par le fait de leur faire émerger des ressources supplémentaires, des compétences. C'est de la déconstruction aussi d'un certain déterminisme social, culturel. Donc l'entreprise, c'était une forme de liberté. Je sais pas si c'était une forme de liberté, mais c'était une manière de ne pas aller dans quelque chose de complètement tracé, avec une curiosité pour cet espace professionnel. Aussi parce que on a des conditionnements. Ma maman, qui est issue d'une génération féministe, elle sentait qu'elle avait un terrain d'émancipation dans le travail. Et quand on a préparé l'entretien, tu m'as parlé de ta famille, qui était une famille que tu as qualifiée de beatnik, de déracinée, avec une grande bande d'amis. Est-ce que tu peux nous en parler? Ce qu'il y avait dans cette famille, en tout cas, c'est du multiculturalisme. C'est très brassé en termes d'origine, la liberté aussi, la liberté de ressentir. Avec ces différentes cultures, ils ont différents moyens d'accéder à la connaissance, parce que il y a une culture orientale, il y a une culture africaine, il y a une culture européenne, et tout ça se mixte. C'est une grande richesse des cadres de référence. Donc ils savaient déployer des trésors d'ingéniosité pour qu'on puisse ressentir. Dans le voyage, dans la musique, dans le partage, dans le rapport aux autres. Il y avait peu de carcans, je m'aperçois aujourd'hui. J'entends aussi une soif de découverte. Oui, et ils ont été au départ un peu contraints de découvrir parce que là où ils vivaient, de là où ils venaient, il fallait bouger pour pouvoir s'en sortir. Que ce soit dans une culture ouvrière, on pourrait le dire comme ça, ou culturelle de par nos origines. Donc, il y a d'abord eu une nécessité, un besoin de survie. À partir de ce besoin, disons, ils ont entrepris de grands voyages et donc des explorations. Des explorations d'autres cultures, d'autres pays, d'autres visions du monde, d'autres façons d'aborder la vie. Et moi, j'étais un peu confortable par rapport à ça, parce que j'avais pas vécu ces grands déracinements-là. Donc, ce que je prenais, c'était essentiellement l'exploration, si bien que même dans des conditions un peu contraintes, financièrement, on vivait à un moment donné en région parisienne, dans le 92, à Malakoff. Donc, c'est un peu des bars, des tours. Mais je me souviens que ma mère déployait des trésors d'ingéniosité pour orienter mon regard, par exemple, en vacances, si on n'avait pas vraiment l'occasion de voyager, pour que je voie les choses autrement, exotiser le domestique. Donc tu décides de ne pas faire cette thèse d'État et tu décides d'entrer dans le monde de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous parler de ta première partie de carrière, de fait? Oui, j'ai passé 12 années à différents postes de manager, de dirigeante, de services commerciaux, RH, juridique, système d'information, et ça dans des organisations de travail publiques ou privées. J'exerçais ces fonctions dans des contextes de changement, de transition, de crise. Un directeur a remarqué à ce moment-là que je restais dans ces contextes de crise et de transition plutôt en lien avec les gens, que je gardais un bon relationnel avec les équipes. Alors, souvent, il me sollicitait comme ça quand l'heure était un petit peu grave pour notamment remettre un peu de lien, pour trouver des voies constructives. Et j'en ai fait du coup une carte de visite. J'étais plutôt dans des fonctions généralistes, transverses à l'époque. Et il était bien senti de se spécialiser pour maintenir un certain niveau d'expertise. Alors, je suis devenue consultante en conduite de changement, d'abord en tant que salariée d'une société de conseil qui travaille dans les systèmes d'information. Alors, à cette époque-là, j'étais mise à disposition sur des missions d'organisation, de management du changement pour différentes entreprises. Je me suis formée, on va dire, sur le tas, aussi en formation quand même continue auprès de psychosociologues du travail qui m'ont beaucoup apporté en termes de théorie complémentaire, en termes d'analyse de pratique aussi. J'étais formée, supervisée, notamment par un disciple de Michel Crozier,
qui est une figure des méthodes de diagnostic organisationnel, d'accompagnement du changement. C'est aussi le père de l'analyse stratégique qui va étudier les relations de pouvoir et les effets de stratégie des acteurs dans une organisation. C'est devenu vraiment une méthode de plus en plus usitée par des sociologues, mais aussi par des professionnels du management. Donc j'ai collaboré ensuite sur différents thèmes avec ces mêmes formateurs dans mes missions de conduite de changement. Là, ça a été une époque vraiment intense de travail, foisonnante. J'ai pas été déçue de ce grand bain. Et j'ai découvert à ce moment-là vraiment la systémie. Du coup, en étudiant un sujet dans sa globalité, dans sa complexité, et en prenant en compte ses relations entre les différents éléments qui la composent, j'ai voulu explorer plus loin que les méthodes finalement processuelles et techniques qu'on employait, parce que je sentais en avoir fait le tour. Et surtout que ça m'avait pas permis de résoudre certains problèmes. Quand je faisais ce double mouvement de travailler comme ça sur le tas, de me confronter au quotidien aux problématiques de conduite, de changement, et que parallèlement, je commençais à prendre beaucoup de hauteur par rapport à tout ça et à découvrir cette systémie, je faisais le lien en tout cas avec quelque chose que j'identifiais sur le terrain, c'est que certains problèmes, de manière récurrente, n'étaient pas résolus. La mise en œuvre de ces conduites de changement se faisait vraiment dans la tension, parfois même la violence. Je déplorais qu'il y ait de la casse, on appelait ça la casse humaine. J'observais qu'une grande partie des salariés qui restaient dans la nouvelle organisation de travail le faisaient sans être véritablement acteurs. Je sentais bien que l'essentiel n'était pas là, qu'on travaillait techniquement, rationnellement, processuellement, certes, mais qu'on négligeait un thème finalement central, qui est la motivation des êtres à coopérer entre eux et à coopérer pour un projet d'entreprise. Ça a vraiment imprégné et coloré ma manière de conseiller et puis ça a commencé à vraiment m'orienter sur la dimension relationnelle, humaine des situations. C'est alors que j'ai rencontré dans mes explorations notamment la communication non violente et je suis devenue, on va dire, plutôt formatrice que coach à l'époque sur des thèmes bien précis, des thèmes de management qui sensibilisent sur l'aspect relationnel des choses auprès de managers et de dirigeants. Qu'est-ce qui était en germe dans ces premiers métiers qui s'est épanoui ensuite en tant que coach selon toi ? Alors très directement, les notions de pouvoir d'agir des individus, des notions d'initiative personnelle, d'espace de liberté, d'espace d'expression de soi, y compris dans un environnement aussi contraint que celui du travail, et finalement la question de la satisfaction humaine et du plaisir dans le travail. Ce qui me vient en t'écoutant, Christelle, c'est que c'est comme si tu cherchais à aider les autres à s'émanciper de leur propre écosystème, de l'entreprise en l'occurrence. Oui, c'est une des raisons qui m'a menée à devenir formatrice, puis ensuite coach. Toujours en travaillant autour de la compétence, celle qu'on acquiert par la formation ou celle qu'on révèle par le coaching. Mais effectivement, s'émanciper de certaines logiques qui induisent une violence alors qu'elle soit subliminale ou complètement ouverte, voilà, s'émanciper de ça en allant chercher la motivation réelle, la satisfaction humaine et les marges de manœuvre. Quand je dis en allant, c'est dans le sens d'une co-élaboration, que ce soit par le coaching ou la formation. Alors justement, comment es-tu venue au coaching de manière concrète ? Quelle formation as-tu suivie pour t'assurer ce virage professionnel vers le coaching ? J'y suis venue par glissement. Poste de manager, glissement vers le conseil, glissement vers ensuite la formation. Et puis le coaching est arrivé après. Aujourd'hui, j'exerce les trois, mais le coaching est la fonction que j'ai exercée le plus tardivement, il y a 7 ans. Dans ces fonctions, le dénominateur commun, c'est le développement des compétences des êtres au travail et le changement. Et toutes ces fonctions ont visé en fait à aider les personnes à se doter de compétences. Dans le conseil, on va le faire en apportant directement une expertise. Dans la formation, on va le faire en aidant la personne à acquérir de nouvelles compétences. Et puis dans le coaching, en partant d'elles-mêmes, de leurs propres compétences et en les aidant à les faire émerger pour trouver leurs pistes d'action et leurs solutions. Donc finalement, le coaching m'a permis d'ajouter une corde à mon arc pour aider les personnes à s'enrichir de compétences, donc de ressources, pour affronter ce qu'elles ont à affronter ou pour vivre ce qu'elles ont à vivre. Sur le coaching, j'ai pratiqué entre instinct et mimétisme, avec ce que j'avais connu en tant que coachée moi-même à certaines époques. Pendant toutes ces époques-là, j'avais pu être coachée et ça m'avait beaucoup fait grandir. J'ai connu des coachs particulièrement puissants à m'éveiller à moi-même, à m'aider à me ressourcer, à me donner confiance et à me donner de l'énergie pour agir dans le sens de mes aspirations. Mais ça me semblait encore un peu prématuré à l'époque. Je sentais qu'il me fallait encore atteindre un degré de maturité que je n'avais pas encore atteint. Et puis j'ai connu l'épuisement professionnel en 2014. Et là, j'ai de nouveau été coachée, mais cette fois dans une problématique qui était plus complexe. J'étais devenue récemment maman.
La puissance de ce mode d'accompagnement s'est rappelée à moi. Et ça m'a beaucoup aidé à prendre conscience de conditionnements anciens, à les déconstruire en partie, à reconstruire du sens. J'ai pu faire le point sur ce qui me satisfaisait encore, ce qui me satisfaisait plus, ce qui ne me motivait plus, et ce à quoi j'aspirais vraiment. Donc à l'issue de cette période, j'ai négocié un départ de la société de conseil où je travaillais. J'ai monté une société que j'ai appelée Du Sens. Et ça faisait quelques années que je formais, notamment en management, en communication dans l'entreprise, que je conseillais aussi des dirigeants dans une grande diversité de situations. Et j'ai commencé à coacher par petites touches au sein des missions de conseil que j'assumais. Jusqu'au jour où un client, après une mission, me dit « ce coaching m'a vraiment fait avancer ». Ça a fait comme une légitimité donnée par l'autre et j'ai commencé à coacher de manière beaucoup plus assumée, je dirais. Parallèlement, je découvrais les pratiques narratives, donc je m'y suis formée à la Fabrique Narrative, qui est une institution qui a été fondée essentiellement par des coachs. Et puis récemment, je me suis formée au coaching orienté solution dans une formule plus courte. Donc ça, c'est l'école de Philippe Bigot. Et puis de plus en plus, j'ai échangé dans des groupes de pairs. Je me suis fait superviser dans ma pratique. Voilà comment je suis arrivée au coaching. Qu'est-ce que tu retiens de ces différentes formations ? Que je ne suis experte que d'une seule chose, c'est le processus. Ce sont les personnes coachées qui sont expertes de leur vie, qui sont expertes de l'identification de leurs problèmes et de leurs solutions. Personne ne sait mieux qu'elles, que moi je suis là pour les aider à le découvrir. Et que finalement, alors ça c'est une formule de François Julien, un philosophe qui m'inspire beaucoup dans ma pratique, que le potentiel final est contenu dans le potentiel initial. Donc j'ai appris à respecter, à m'efforcer de tenir une position qui est influente certes, mais basse, comme on dit dans le métier, de non-sachant. Et ce qui est revenu à désapprendre pas mal par rapport à la posture qu'on attend classiquement dans le milieu du conseil, par exemple. Ah bah oui, en l'occurrence, c'est quasi schizophrénique, parce que justement, le consultant, il est en posture haute, alors que le coach est en posture basse. Sauf sur un élément, le cadre, évidemment. Exactement. Quand je coach ou quand je conseille, ce sont deux fictions régulatrices qui me permettent de ne pas faire la même chose, justement. Je crois que le coaching a quand même coloré ma pratique de conseil. Mais effectivement, dans le conseil, on va attendre des ruptures apportées par le consultant. Alors que dans le coaching, en plus de cette position basse qui est différente, on avance aussi par petits pas, par petites touches. Une formulation de François Julien par transformation silencieuse. François Julien, c'est un philosophe helléniste, sinologue aussi, qui a fait des passerelles comme ça avec différentes cultures, la culture asiatique orientale et la philosophie grecque. L'espace des problèmes, qui va en général avec l'espace des solutions, c'est une chose dont on hérite de la pensée notamment de Descartes, entre autres. Mais il existe finalement un autre espace, qui est celui des ressources, celui des savoirs de vie, celui de l'identité aussi, celui des besoins, celui des sensations, et que on peut les explorer indépendamment. J'ai appris à m'efforcer d'orienter ma curiosité, celle qui est chère à mon enfance, vers ces horizons-là, pour les personnes. Ce que m'inspire notre échange, c'est que cette position basse dont on parle là, elle est en réalité la plus exigeante. Et c'est aussi la plus risquée. Et d'ailleurs, le fait que je puisse occuper avec bonheur 3 fonctions, le conseil, la formation et le coaching, me permet de vraiment mesurer à quel point c'est exigeant et risqué. On s'engage vraiment. Et on accepte, en optant pour cette posture, de se laisser traverser et même bousculer dans ses propres expériences de vie, dans ses propres savoirs et dans ses propres représentations du monde, parce qu'il se joue dans la relation d'accompagnement de coaching. Alors, écoutons Christelle, ton choix musical pour faire un intermède à notre entretien. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent, au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide, le néant, c'est la pie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de Mars. Il s'agit de la chanson Les eaux de Mars, qui figure sur l'album intitulé Bossa Nova de Pauline Croze, sorti en juin 2016. C'est une chanson brésilienne écrite en 1972 par Antonio Carlos Jobim. Elle a été reprise de nombreuses fois au Brésil et à travers le monde. Parmi toutes ces reprises, citons celle de Georges Moustaki en 1973 sous le titre Les eaux de Mars sur son album Déclaration. Alors Christelle, pourquoi ce choix ?
D'abord, j'aime beaucoup cette reprise, qui est donc, comme tu l'as dit, la traduction d'un standard brésilien. La bossa nova, pour moi, c'est très précieux parce qu'il a en partie exploré pas mal ce registre qui me profond et qui me touchait particulièrement. Les eaux de mars au Brésil, ce sont ces pluies qui marquent la fin de l'été et le début de l'automne. Et en fait, à partir de cette métaphore, c'est tout le cycle d'une vie d'homme qui est raconté, avec les sensations qui les jalonnent, avec les très grands et les tout petits événements d'une vie. Et je me dis que c'est comme ça que nous vivons, finalement, sans faire le tri dans nos mémoires, avec des anecdotes, des grands sujets, et puis des sensations. C'est le panache et puis le sel de la vie. La poésie des mots est très présente dans la version française que Georges Moustaki a traduit avec l'aide de Jobim d'ailleurs. Qu'est-ce que cela t'inspire en fait ? Alors ça m'inspire une phrase que j'aime beaucoup de Jean Rochefort quand il sifflotait lors d'une interview il y a des années, je crois qu'on n'était pas nés, David. Il sifflotait cette chanson, il dit comme ça à un moment « C'est beau un chemin qui chemine, faudrait pas foutre ça en l'air ». Et bon, je me dis que coacher, c'est accompagner à ouvrir un chemin. C'est accompagner sur un chemin à la découverte parfois d'autres voies. C'est un mélange de mélancolie, mais aussi de grand bonheur de l'évoquer. La poésie des mots est très importante pour moi, même dans mon métier, mais pour tous les jours. Et c'est vrai que quand une association de mots comme ça est aussi évocatrice qu'un chemin qui chemine, ça me met en joie complètement. Ce sont les eaux de Mars. Alors Christelle, tu es accréditée par la Société française de coaching. Peux-tu nous expliquer comment s'est déroulée cette accréditation ? J'ai fait acte de candidature auprès de cette organisation professionnelle qu'est la SF Coach, parce que je la considère, si tu veux, un peu comme le village gaulois du coaching. Les thèmes de réflexion qu'elle propose aux coachs, mais aussi son accueil, si tu veux, de la diversité et son ouverture m'ont toujours attiré. Dès mes premiers contrats de coaching, j'ai appliqué le code de déontologie de la SF Coach. Ça me parlait tout à fait. Donc tu fais acte de candidature, et puis là tu as un jury composé de 3 membres qui ont accepté ma candidature sous la forme d'un dossier qui est assez complet, assez précis sur ma pratique. Ils m'ont ensuite invité à un entretien avec l'un des membres qui représente le jury. On a eu un échange fourni, notamment sur mes valeurs, mon éthique et ma réflexivité. Ils évaluent la congruence entre ce qui est développé dans le dossier et ta posture. Et à l'issue, ils prennent la décision d'accréditer ou pas. Donc pour moi, ils ont pris la décision de m'accréditer. Et ils proposent dans tous les cas, que tu sois accrédité ou pas, un débrief pour échanger, pour élaborer. Ils ont accueilli une forme de vision que je pouvais avoir, y compris avec des divergences. Je considère que c'est un respect profond pour l'altérité. Et puis après, ils ont été très inclusifs et ils m'ont mis très vite d'ailleurs à contribution pour réfléchir au programme 2022 avec eux. C'est une organisation qui se questionne. On sent qu'elle veut éviter un entre-soi. Est-ce que c'est avec la nouvelle équipe, parce que je sais qu'en juin est arrivée Catherine Snyders, nouvelle présidente de la SF Coach, donc c'est à peu près à cette période-là ou un peu avant ? C'est juste à la bascule, donc un peu avant. Qu'est-ce que ça t'apporte le fait d'être donc accréditée, adhérente à la SF Coach ? Alors les thèmes de réflexion sont passionnants, les découvertes entre coachs, les différentes approches, mais aussi les ponts qu'ils font, notamment avec des philosophes, avec des sociologues. Je me sens vraiment dans le bain du coaching avec tout ce qu'il a de pluriel. C'est amusant parce que revient cette notion de grand bain. Donc c'est plus le grand bain de l'entreprise, c'est le grand bain du coaching. Exactement, bravo. Merci de le faire remarquer. Mais oui, complètement. Alors quelles sont tes typologies de clients aujourd'hui que tu accompagnes et pour quel type d'intervention ? Alors j'accompagne les organisations de toute taille, de toute nature, de tout objet. Au départ, j'ai commencé avec des clients pour qui j'avais réalisé des prestations de conduite de changement ou de formation et qui souhaitaient goûter le coaching. Puis, de recommandation en recommandation, ce champ s'est beaucoup élargi. Aujourd'hui, je coach en grande partie en individuel, même si je peux être amenée à faire du collectif, c'est plus à la marge. J'ai naturellement développé le coaching professionnel individuel parce que je fais déjà pas mal de collectifs avec la conduite de changement et avec les formations d'équipes de travail. Donc j'accompagne des dirigeants, des managers essentiellement. Et est-ce que tu peux nous donner des thématiques d'intervention pour les coachings individuels dont tu viens de nous parler ? Oui, alors il y a des thématiques qu'on retrouve dans pas mal de demandes de coaching, même pour d'autres coachs. Développement de leadership. Là, récemment, j'ai eu développer l'audace. Et puis après, on a les thématiques de la confiance en soi, la posture pour des prises de poste.
Le gros du travail, c'est finalement la vie dans l'entreprise qui mute, l'entreprise qui évolue, le changement qui est de plus en plus fréquent, de plus en plus récurrent, et les gens ont besoin de suivre. Christelle, tu es formée à la communication non violente. Comment t'es-tu intéressée à ce processus de communication ? J'ai d'abord découvert les travaux de Carl Rogers, qui est le père de l'approche centrée sur la personne. Et cette approche m'a tout de suite beaucoup émue. Je pourrais dire qu'elle a vraiment parlé à mon cœur. Donc c'est une approche qui s'est étendue comme ça entre les années 40 et les années 70, qui pour moi est le plus beau représentant de la psychologie humaniste. Alors son fondement, c'est la confiance en l'individu, en sa capacité à affronter la vie, sa capacité à résoudre les difficultés de la vie pour lui-même, avec un postulat, c'est que tout être vivant a une tendance innée à tendre vers le développement de son potentiel, vers la croissance, vers la maturité. Un peu comme une graine qui porte en elle la possibilité d'être une plante. Et pour ça, Rogers explique qu'il faut des conditions particulières. Alors pour Rogers, il y en a 3. La première, c'est l'empathie. La seconde, c'est l'authenticité, la conscience de soi, de ses propres sentiments. Et la troisième, c'est la considération positive inconditionnelle. L'effort pour considérer l'autre sans jugement, sans évaluation, et l'accepter de manière non conditionnée dans toutes ses dimensions. Ces 3 attitudes, elles peuvent s'appliquer à toutes les relations interpersonnelles. Plus tard, quand j'étais justement dans ce grand bain de la conduite de changement en entreprise, j'ai découvert plus particulièrement la CNV, parce que Marshall Rosenberg a été un disciple de Carl Rogers. Donc d'exploration en exploration, de boîte en boîte que l'on ouvre, c'est la CNV à un moment donné que j'ai ouverte. Et du coup, tu t'es formée comment à la CNV ? Tu t'es formée auprès de l'association française de la CNV ? Alors non, je me suis formée là encore sur le tas. Je me suis formée sur le tas au moment de mon poste de consultante. Je faisais aussi mes propres recherches, mes propres expérimentations, un peu comme dans la recherche-action. Je prenais conscience, si tu veux, de la violence, d'abord que je subissais moi-même au travail, avec des injonctions fortes, parfois même paradoxales, qui me mettaient particulièrement en tension aussi, et dans mes relations professionnelles. Et puis je prenais là encore conscience de la violence, parfois subliminale mais très présente, que vivaient aussi les autres que moi, au travers de leurs récits. Alors en cherchant à comprendre le malaise que dégageaient certaines personnes, la lassitude, l'absentéisme, le turnover, le burn-out, les conflits parfois larvés, le dialogue social qui parfois n'a de dialogue que le nom dans certaines entreprises, et puis beaucoup d'autres exemples de violence systémique. Là encore, par petites touches, je venais apporter du conseil et de la montée en compétences parce que j'étais par contre formée en tant que formatrice pour adultes. Donc sur ce thème-là, que j'explorais, que j'étudiais, que ce soit dans les textes ou avec des consultants, eh bien je le mettais en application dans mes formations, par petites touches. Voilà comment ça a commencé. Petit à petit, avec le temps, j'ai de plus en plus pratiqué la CNV. Je la mets en apport dans mes formations managériales et de communication en entreprise. Et puis, je continue à étudier les textes. Je continue à échanger dans des groupes de supervision avec des formateurs qui eux-mêmes ont été formés à la communication non violente. Je fais un mouvement vers l'association pour la CNV qui certifie des formateurs. Mais à l'époque, si tu veux, ça m'a fait un peu comme pour la recherche fondamentale en droit. C'est-à-dire que le cursus était long. À cette époque-là, leur processus d'accréditation ne permettait pas d'envisager de passerelle avec ma pratique et mon expérience, et de formatrice pour adultes et de praticienne de cette approche. Donc, je me suis concentrée sur, petit à petit, former de plus en plus de personnes, la pratiquer de plus en plus dans le travail et l'injecter dans mes contenus formatifs plus larges jusqu'au jour où j'ai dédié un contenu de formation à la découverte des notions, des principes, de la philosophie de la communication non violente. Et ça a tout de suite marché. Et mon activité de formatrice s'est beaucoup développée autour de ce thème-là. Donc c'est une formation que tu dédies aux managers, je crois, c'est ça ? Ouais, je la dédie aux managers et aux dirigeants, mais de plus en plus aussi à des collaborateurs, collaboratrices qui n'ont pas forcément une sphère managériale importante. Le processus d'accréditation par la CNV, l'association de CNV, j'y pense. Je crois savoir qu'ils ont commencé à évoluer sur ouvrir leur processus à des personnes qui ont déjà une expérience à faire valoir par rapport à ça. La communication non violente, c'est une approche qui est mondialement reconnue aujourd'hui, qui a été développée dans les années 60 par un psychologue américain qui s'appelle Marshall Rosenberg. Elle est fondée sur la prise de conscience
de ce qui va entraver ou de ce qui va faciliter la communication entre les individus par un travail sur la manière d'observer, la manière de percevoir et la manière de s'exprimer. C'est une approche qui nous permet d'être présents avec beaucoup plus d'élan, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de satisfaction, de connaissance et d'estime de soi, de dynamique. Finalement, ce sont des facettes qui, lorsqu'elles nous manquent, notamment en entreprise, vont venir nous faire enclencher des mécanismes compensatoires, une forme de suradaptation qui va générer tout un tas de frustrations qui, accumulées, peuvent mener dans une version, on va dire, un peu extrême, à la dépression, à ce qu'on appelle aussi le burn-out, à de l'agressivité et à des conflits. Donc c'est une approche que j'utilise beaucoup dans le coaching pour venir recréer du sens, du lien à soi, d'abord, pour être en capacité de créer du lien avec les autres. Ça va venir réinterroger notre manière d'être en relation à soi-même et aux autres. Qu'est-ce que cette approche apporte concrètement dans le domaine de l'entreprise ? On n'intervient jamais en disant voilà, je vais intervenir en communication non violente, pas du tout. On intervient parce que on a une demande de coaching, un objectif, aider par exemple un manager à gérer des conflits, développer son assertivité, développer son audace, développer sa confiance en soi, améliorer le fonctionnement collectif par exemple d'une équipe, prévenir aussi l'épuisement professionnel, développer son leadership, motiver ses équipes. Donc on prend une entrée qui est classique dans le milieu du coaching. Par contre, on va travailler en premier lieu, grâce à cette approche, sur l'écoute, qui vraiment est la base de tout le reste. L'écoute de soi-même et puis l'expression tranquille de ce qui nous traverse. Et ça va nécessiter de faire le clair sur ce qui nous traverse, justement. Rosenberg disait que les conflits sont l'expression tragique d'un besoin insatisfait. On n'a pas été véritablement incité à écouter nos besoins, alors qu'en fait, c'est vital. Quand on intervient dans des contextes, par exemple, d'épuisement professionnel, ou dans des contextes de conflits, dans des contextes de demande de meilleure connaissance de soi, de meilleure confiance en soi, travailler sur ça, c'est quelque chose qui très rapidement propulse vers les objectifs du coaching. L'idée, ça va être de sortir de pièges qu'on ne voit pas, qui sont imbriqués dans nos fonctionnements, et que l'on prend pour de la spontanéité, et à ce moment-là de prendre du recul et parfois de déconstruire des croyances à l'origine de nos pensées et de nos interprétations, en faisant donc le clair et en nous centrant sur des registres de conscience qui sont l'observation, qui sont les émotions, les ressentis, nos besoins en lien avec ces émotions, ces sentiments, c'est-à-dire ce que nos sentiments, nos émotions traduisent de nos besoins profonds. Et puis, les demandes que l'on peut faire aussi à autrui, qui pourraient venir nourrir ces besoins. Du coup, là, tu viens de parler finalement du processus de la communication non violente, à savoir OSBD, c'est-à-dire observation des faits, un peu comme si je regardais les choses avec un regard un peu méta, comme une caméra le ferait, de manière froide. Ensuite, le S, ça équivaut à sensation, tu l'as dit, les sensations, les ressentis. Ensuite, les besoins qui sont là à l'origine de mon comportement et qui vont expliquer ma réaction d'ailleurs. Et la demande, qui n'est pas une injonction, qui est vraiment une demande authentique et qui donc est une ouverture au dialogue. On est bien sur ce cheminement-là. Alors absolument. Mais c'est un outil qui nous permet d'accéder à une communication non violente avec soi-même, avec les autres. Mais la communication non violente, il faut bien voir que elle n'est pas réductible à son outil. C'est souvent la confusion qui est faite. La communication non violente, c'est une approche, certes pragmatique, on a vu qu'il y avait un outil à son service, mais c'est aussi et surtout une philosophie qui est issue, entre autres, du mouvement et de la pensée philosophique de Gandhi, qui a articulé chemin personnel, action collective et changement structurel en non-violence. C'est un chemin de transformation qui va nous demander effectivement de quitter de vieilles habitudes, construites de longue date, et d'expérimenter une autre voie dans le respect de soi, des autres, et dont l'apprentissage se fait pas à pas et ressemble, si tu veux, à l'apprentissage d'une langue ou l'apprentissage d'un instrument de musique, par exemple, où on va avancer par étapes. Je pense que ce qui est important, c'est de retenir que lorsqu'on a compris l'outil, on n'a absolument pas la maîtrise de la communication non violente. Il y a beaucoup de pratiques nécessaires pour intégrer ce qui pourrait paraître naturel, mais ce qui l'est plus tellement dans notre société. Oui, parce qu'il faut déconstruire, il faut faire un travail qui est intérieur, c'est vouloir se comprendre soi-même, savoir ce qu'on veut exprimer et nous rendre disponibles aux autres. Ça demande courage et force, c'est-à-dire qu'être soi et permettre aux autres d'être eux-mêmes, affirmer ses besoins tout en prenant en compte les besoins de l'autre, prendre des décisions dans le respect de chacun,
Alors finalement, ce que je trouve extrêmement intéressant, moi, dans la CNV, pour la pratiquer un petit peu aussi dans mes accompagnements, c'est qu'elle permet au client, à la personne qui la pratique, de se re-responsabiliser. C'est-à-dire qu'elle n'a plus besoin de passer par l'agressivité pour exprimer son besoin réel. Elle a un processus qui lui permet de parler en conscience de ce dont elle a besoin. Et de même, elle n'a pas nécessairement besoin de passer par la posture victimaire en reprochant à l'autre un comportement et en se sentant agressée par l'autre. Oui, cet outil, OSBD, va venir nous permettre donc de clarifier les 5 registres de conscience et de nous donner des repères pour nous exprimer à la fois de manière authentique, c'est-à-dire qui reflète clairement ce que nous voulons dire et ce qui nous traverse. Donc on prend complètement la responsabilité, à ce moment-là on parle en je, et puis elle va nous donner des repères pour écouter l'autre de manière empathique. La CNV, finalement, si tu la prends dans sa version la plus épurée, on va dire, elle ne pose que 2 questions. Qu'est-ce qui pourrait me faire du bien? Et quelle stratégie je peux mettre en place pour mieux prendre en compte mes besoins? Et aussi, de quoi as-tu besoin et que peux-tu demander pour mieux nourrir tes besoins? Et c'est en fait ouvrir un espace de respect des besoins mutuels. Alors pour toute la partie CNV, il y a un livre que je recommande de Marshall Rosenberg qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs ». Ce livre me paraît particulièrement approprié pour une découverte de ce qu'est la CNV. Il y a un autre livre dont je pourrais parler, qui est le Manuel de communication non violente de Lucie Le. C'est un ensemble d'exercices individuels et collectifs pour pratiquer la CNV. Revenons peut-être sur les autres approches que tu utilises dans le cadre de tes accompagnements, Christelle. Moi, je suis formée à des approches systémiques. Dire l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, grand inspirateur de Marshall Rosenberg, mais aussi les pratiques narratives de Michael White et David Epstein, sont des approches qui justement permettent d'aller explorer des espaces de ressources sans lien véritable toujours de causalité avec les problèmes, bien que ce soit souvent par cette entrée qu'on vienne nous consulter en tant que coach, qui vont permettre d'explorer des espaces de ressources qui vont rapidement nous permettre de trouver des moyens de faire autrement. Comment tu définirais ta philosophie du coaching à travers toutes ces approches sur lesquelles tu t'es formée? Ça me permet d'accompagner les personnes à clarifier ce à quoi elles aspirent à vivre. Et que ça, c'est une libération et une grande joie. Ce qui me vient en second, si tu veux, c'est que ce sont des approches qui permettent de redonner donc du sens et du lien dans la vie des gens, et en soignant la relation à soi, la relation aux autres, plutôt qu'en se focalisant sur un résultat, comme c'est très souvent le cas en entreprise. Sans soigner la relation, on le fait au détriment de cette relation et au détriment de ce résultat. Et on va le payer, je le vois tous les jours, en conflit, en quiproquo, et finalement c'est très contre-productif pour l'entreprise et pour l'individu. Donc, ce sont des approches qui me permettent d'aider les personnes finalement à soigner leur relation à elles-mêmes et aux autres. Alors, comment envisages-tu l'évolution de ta pratique dans les années à venir? La plus minimaliste possible. D'abord de travailler de plus en plus avec les silences, dans l'ouverture de ce qui va émerger, parce que d'abord je considère que c'est beau et c'est très fécond, le silence, que c'est nécessaire à l'apprentissage. Le silence, c'est vraiment l'espace qui va s'ouvrir entre un coach et une personne coachée, quand une question posée va amener vers ce que la personne et le coach ne savent pas déjà, ce qui est à découvrir. Donc ça propulse rapidement dans autre chose, c'est-à-dire couper, rompre avec la ressasse que peut faire la personne sur un sujet. Sénèque parle de faire taire le bruit qui nous arrache à nous-mêmes. Et c'est permettre à la personne de se diriger vers un savoir différent, qu'elle porte en elle, mais sur lequel elle n'avait pas accès. Et donc là, ça nécessite de travailler des questions plutôt différenciantes. Les coachs aiment bien dire puissantes. Moi, je dirais que c'est une attitude profondément ouverte et une qualité de présence pour favoriser un bon socle de sécurité à l'intérieur de cet espace concret avec le client, qui va mettre en sécurité la personne pour élaborer et pour ouvrir, in fine, c'est bien là l'intention, pour ouvrir de nouveaux possibles. Et de quel type de supervision bénéficies-tu et qu'est-ce que cela t'apporte? Alors, j'ai 2 superviseurs qui sont coachs professionnels, un homme et une femme. Ils sont d'origine, de culture, de formation, de sensibilité très différentes. Leur histoire, les approches qu'ils utilisent eux-mêmes, parfois sont différentes des miennes aussi. Le point commun entre toutes ces personnes, c'est l'approche systémique. Et puis leur âge, ils ont une 15aine d'années de plus. Je m'aperçois là, tu vois.
Bon, il y a un point commun, c'est l'humour, une forme d'autodérision aussi, qui pour moi est essentielle. Et Reine-Marie Albout dit c'est une chose de devenir coach, mais c'est autre chose de le rester. Moi, je le suis devenue il y a 7 ans. C'est ça qu'on travaille beaucoup en supervision. Et puis après, je participe régulièrement à des intervisions, à des co-visions avec des groupes de praticiens, notamment mon groupe de praticiens narratifs avec lequel je me suis formée. Et il existe, par exemple, à la Fabrique Narrative, des supervisions collectives. Qui font aussi office d'échange de pratiques, du coup. Absolument, ouais. Quel rôle les coachs ont à jouer dans la société en pleine mutation dans laquelle nous vivons, selon toi? Elle est très intéressante, cette question. C'est vraiment la question centrale avec la question du rester coach, qui pourrait être le dénominateur commun de mes séances de supervision en ce moment. Et puis finalement, même, je m'aperçois le fondement de mes contrats de coaching professionnels en entreprise. C'est une question difficile, hein. C'est une question épineuse même. Elle me tient vraiment en alerte avec, par exemple, la question de l'abus de pouvoir qui me tient aussi beaucoup en alerte et que se pose en général tout praticien sain de la relation d'accompagnement. Il ne s'agit pas de devenir un agent de normalisation dans l'entreprise, mais bien de questionner réellement pour créer des écarts dans lesquels les personnes vont pouvoir commencer à avancer. Sinon, ça reste bloqué, en fait. Or, nous sommes là pour décoincer quelque chose de coincé, la plupart du temps. Le monde du travail, il raconte des histoires dominantes. Alors ça, c'est plus praticienne narrative que je suis, qui a aussi ce cadre de référence, mais le monde du travail raconte des histoires de performance, de croissance, de compétitivité, de concurrence, que l'on ne peut pas faire l'économie de questionner, en tout cas, quand on accompagne quelqu'un. Et ne serait-ce que le vocabulaire. Vraiment, ça implique de changer de vocabulaire. Si on reste dans des termes qu'on a déjà, mais rien ne change. Donc c'est changer d'outil théorique, pas rester prisonnier des termes dans lesquels on a l'habitude de penser. Et puis c'est aussi une question difficile parce que la position de coach, c'est vraiment un exercice d'équilibriste pour moi. Le monde du travail dans lequel on intervient, il est en quelque sorte extérieur, mais on y a une position influente au travers d'un questionnement qu'on engage avec les acteurs de ce monde. On cherche à produire quand même un effet pour défaire quelque chose qui bloque. Et on le fait pas directement par, le superviseur disait, par coup de menton, mais on le fait plutôt comme un homéopathe. On fait avancer des choses d'une manière très diluée. Et à la fois, voilà, on opère une distanciation, une différenciation, et même parfois une dissidence. Des personnes qui se font coacher ensuite disent non à certaines pratiques en entreprise. Alors là encore, la pensée de François Julien, qui avait été interviewé par la Société française de coaching, répondait à cette question et avait dit « Les coachs sont les philosophes de l'entreprise parce qu'ils osent questionner le langage de l'entreprise, celui qui paraît aller de soi, pour ouvrir, lui dit, un écart d'intelligence. » C'est signifiant et poétique. Le poétique est signifiant aussi. Et ouais, ça me plaît beaucoup de pouvoir introduire de la poésie. Je pourrais te confier que c'est peut-être le but ultime dans ma vie, d'amener à moi-même et pour les autres un peu de poésie. On revient à l'enfance, mais c'est sublimer le réel. C'est aussi avancer dans le réel. Quand on le sublime, on avance, mais on avance dans la joie. Oui, et puis l'idée, c'est de ne pas en être esclave de ce réel, de pouvoir le dépasser. Oui, complètement. Alors Christelle, nous arrivons à l'interview rétrospective de ta carrière. Quel est ton premier coaching dont tu te souviennes ? Je me souviens en tout cas de mon premier client, puisque je l'accompagnais sur autre chose. C'est celui qui m'a dit « Merci beaucoup, ce coaching m'a fait beaucoup de bien ». Celui dont tu nous parlais tout à l'heure. Ouais. Tu te souviens le contexte éventuellement ? C'était un membre d'une équipe de direction qu'on appelle les CODIR qui s'en allait. Ça s'était pas très bien passé dans l'organisation et je devais accompagner la structure et cette personne dans la meilleure voie d'apaisement possible pour ce départ. Ça s'était fait un peu dans la douleur et il y avait eu pas mal de violence précédemment. Est-ce que c'est un départ à la retraite ou il était congédié ? C'est congédié, mais en essayant que ça se passe sous les meilleurs auspices, si tu veux. Et moi, j'étais consultante en conduite de changement, donc j'accompagnais ce mouvement. Lui était quand même dans un bouillonnement et dans de la frustration, de la colère aussi. Et puis, c'est par petites touches de coaching. Je faisais du processuel, il y avait de l'outil, il y avait du droit au milieu, vraiment des choses dans le consulting, là, comme ça. Mais dans nos échanges, j'amenais des touches de questionnement de coach. Et lui, qui avait peut-être déjà été coaché, tiens, ça, je sais pas, m'a dit à la fin, en tout cas, je vous remercie beaucoup, ce coaching m'a fait le plus grand bien. Et c'est cette fois-là où tu as eu le sentiment de mettre pleinement le pied à l'étrier du coaching. Ah oui, parce que on s'accomplit beaucoup dans le regard des autres aussi. Notre identité, elle est faite de nos aspirations, de nos besoins, de plein de choses. Mais elle est aussi faite du regard des autres. Quel est l'accompagnement dont tu es la plus fière ?
J'ai jamais été fière d'un accompagnement. Je me suis toujours dit, à la fin de chaque accompagnement, que j'aurais pu faire autrement. Mais ça m'a jamais dérangée d'ailleurs. Peut-être que c'est une manière de continuer mes accompagnements, au-delà de la fin. Je réponds pas à ta question là, David. Pas pour l'instant, mais c'est pas grave. Ça dit d'autres choses. J'arriverai pas à répondre à ta question. Quel est le thème le plus surprenant sur lequel tu as accompagné un client ? J'ai été beaucoup surprise au début de rencontrer des thèmes et des questionnements qui touchaient très directement des questionnements brûlants que j'avais à l'époque où je coachais. Aujourd'hui, je m'en suis un peu éloignée de ça. Je coach sur des thèmes très éloignés, parfois de mes propres thèmes. Là, ce qui me vient, c'est une personne qui était dans l'entreprise. C'était un poste de dirigeant administratif et financier, dont je me suis aperçue au fil de notre discussion qu'elle était navigatrice chevronnée. Moi, c'est une activité qui m'impressionne beaucoup. En tout cas, cet aspect-là de sa vie est rentré dans le coaching. C'était très exotique pour moi et même un peu fantasmagorique. L'univers qu'elle a amené aussi en séance t'a fait voyager et t'a surprise, c'est ça ? Oui, complètement. Tu aimerais que tes clients disent de toi ? Qu'ils ont eu l'espace et le temps qu'il leur fallait. Ce que j'essaie de créer, c'est vraiment de la sécurité, qu'ils soient en confiance pour accepter la part de l'inconnu, la part du calme et du silence. Quelle serait ta première décision si tu devenais présidente d'une organisation représentative des coachs ? Organiser une grande rencontre et décloisonner, quoi. Je crois que c'est important de pouvoir parler sans le filtre de l'outil. Quel regret t'inciterait à refaire différemment ton propre parcours, Christelle ? Celui parfois de manquer de temps pour explorer d'autres espaces. Qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs retiennent de notre entretien ? Et tu vois, là, on s'engage tous les deux dans le coaching. On est le week-end, on travaille à côté, on s'engage humainement, quoi. C'est important pour toi de t'engager dans le coaching et de t'engager professionnellement dans cette voie ? C'est important de s'engager, ouais, parce que cette voie-là d'accompagnement, c'est une vraie rencontre. C'est la présence à autrui et la présence d'autrui qui coïncident à un moment. La personne qu'on accompagne, elle travaille son intériorité, mais c'est plus profond parce qu'on est là, parce que quelqu'un est témoin aussi. Et finalement, c'est notre raison d'être au monde, à mon sens. Christelle, à présent, écoutons un extrait de ce que tu as choisi pour incarner symboliquement ton propre parcours et nous parlerons de ce qui a motivé ton choix juste après. Poussant la porte en toi, je suis entrée. Agir, je viens. Je suis là. Je te soutiens. Tu n'es plus à l'abandon. Tu n'es plus en difficulté. Ficelle déliée, tes difficultés tombent. Le cauchemar dont tu revins à garde n'est plus. Je t'épaule. Tu poses avec moi le pied sur le premier degré de l'escalier sans fin. Qui te porte, qui te monte, qui t'accomplit. Je t'apaise. Je fais des nappes de paix en toi. Je fais du bien à l'enfant de ton rêve. Alors en fait, Christelle, c'est toi qui lis le poème « Agir, je viens » du poète français Henri Michaud, issu du livre-objet « Poésie pour pouvoir », édité en 1949. Poème que tu m'as confié, adoré, depuis l'enfance. Peux-tu nous en parler ? Michaud, c'est un poète qui m'émeut au plus haut point. Alors on l'appelle le poète d'ailleurs de l'intériorité et du mouvement. Il y a un écrivain, je crois, qui travaillait sur Michaud et avait dit que c'était l'explorateur des lointains intérieurs. Très évocateur de ce qu'est sa poésie, comment je la relie avec les métiers que je peux faire aujourd'hui. Donc c'est toujours un livre que j'ai dans mon sac, d'où est extrait ce poème, qui m'a effectivement accompagné toute la vie et qui m'inspire dans toutes les sphères, y compris dans le coaching. En fait, dès la première phrase de ce poème, je retrouve l'intimité dont on parlait tout à l'heure, qui est propre au coaching aussi. Il dit « Poussant la porte en toi, je suis entrée ». Et puis il y a ce vers qui revient à ma mémoire quasiment quotidiennement. « Je fais des nappes de paix en toi. Je fais du bien à l'enfant de ton rêve. » C'est la quintessence de l'aide et du bienfait à l'autre. Michel Tapier, qui a aidé Henri Michaud à fabriquer ce livre-objet, parle d'une force exceptionnellement opératoire de ce poème. Et cela vient en écho avec la tendance exorcisante qu'Henri Michaud attribue à la poésie pour transcender les violences individuelles et collectives de l'époque. C'est un texte qui date de 1949, donc quasiment au sortir de la guerre. Est-ce que toi aussi, tu as eu besoin de cette tendance exorcisante ?
Moi, je disais sublimer, on pourrait très bien dire aussi exorciser. Donc oui, ça me parle complètement. Et de quoi as-tu eu besoin de t'exorciser, d'exorciser ta vie ? On vit tous des difficultés plus ou moins intenses. Après, on les vit aussi plus ou moins intensément. J'avais un peu les deux. J'ai vécu des difficultés qui ont été intenses. La maladie de proches, parfois la précarité aussi. Et puis, je le vivais aussi intensément, ultra sensible à ça. Mon instinct m'a mené à le sublimer et les mots, notamment Michaud, m'a beaucoup aidé, ouais. Il y a un truc qui m'étonne grandement, donc je vais te le partager, parce que donc ça fait à peu près 2 heures que nous sommes en enregistrement. Quelque chose de très prégnant dans ta manière de t'exprimer, c'est une humilité assez chevillée au corps, alors que ton parcours, il y a quand même des accents assez exceptionnels sur certains aspects. Il y a une certaine pudeur, humilité et pudeur. Est-ce que ça te parle, ce que je te dis ? Bah, non seulement ça me parle, mais ça m'émeut beaucoup. Et t'en es consciente ? Pas du tout. J'ai même l'impression, avec ce temps que tu me consacres, de me la péter un max. Donc tu vois, c'est tout l'inverse. Le pire, c'est ça. C'est pas forcément très courant dans le coaching quand même, l'humilité. Mais c'est intéressant. David, dans cette position basse, c'est beaucoup d'humilité. En tout cas, essayer de faire un effort vers ce minimalisme-là, laisser tout l'espace, laisser le temps. Doser son intervention pour plutôt propulser un travail d'introspection et être dans une présence bien réelle mais subtile. Et puis c'est quand même beaucoup d'humilité, tu crois pas ? J'ai envie de te répondre normalement oui, mais c'est vrai que c'est pas forcément la qualité la plus partagée par les coachs. Donc ce texte que tu as lu, que tu as mis en musique, ça va composer un des épisodes d'un podcast que tu vas lancer avec une amie, Julie Salin, autrice et musicienne, sur des textes forts que vous allez choisir et mettre en musique. Peux-tu nous parler de ce projet de podcast ? Elle est autrice, Julie Salin, et elle est aussi coach en écriture. Et donc on souhaite mettre en avant la poésie des mots, de textes qui nous ont émus, qui nous ont éblouis. Et comme toutes les deux nous faisons de la musique, on le fait en musique. L'envie de partage toujours, hein ? Ouais, toujours. Le partage, c'est ce qui permet de passer du vital au vivant. Christelle, merci beaucoup pour cette note de poésie. Je te propose d'en rester là pour aujourd'hui. Merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice avec autant d'authenticité et d'humilité en tout cas. Merci David, ça m'a fait très plaisir. Je suis si heureuse de pouvoir discuter de mon métier de coach avec quelqu'un d'aussi subtil et attentif que toi. Merci beaucoup pour ce compliment. Merci beaucoup en tout cas Christelle. À très bientôt. Merci. Au revoir. Parcours de coach. Merci pour votre écoute. Le podcast Parcours de coach est diffusé sur toutes les plateformes d'écoute et toutes les applications dédiées au podcast. Si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute ou l'application que vous utilisez. Cela nous aide à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur les différents réseaux sociaux où nous sommes diffusés. Continuez à nous envoyer vos questions, réactions ou suggestions à notre adresse électronique lemediadescoach@gmail.com et n'hésitez pas à recommander ce podcast à vos contacts. Enfin, si le coaching professionnel vous intéresse, vous pouvez désormais vous abonner à nos 2 podcasts mensuels, Un coach à la une, l'entretien pédagogique et Parcours de coach, l'entretien analytique. À très bientôt pour un nouvel épisode. Parcours de coach, une série créée par David Marion et produite par le Média des coachs.